Élection présidentielle à Djibouti, quelques 187 000 électeurs sont attendus aux urnes ce vendredi. Second tour de l'élection présidentielle aux Comores, le candidat Mohamed Ali Soualihi a tenu jeudi un géant meeting pour clôturer sa campagne électorale. Au Brésil, la présidente Dilma Rousseff appelle à un grand pacte pour sortir son pays de l'impasse. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je le disais en titre, à Djibouti, le scrutin présidentiel se déroule dans le calme depuis ce vendredi matin. Les 187 000 électeurs inscrits pour le scrutin arrivent au compte-gouttes dans les 455 bureaux de vote prévus pour la circonstance pour exprimer leur suffrage. Le vote boycotté par une partie de l'opposition oppose 6 candidats, dont 3 indépendants et le président sortant Ismaël Omar Guelleh. Aucun incident n'a émaillé le scrutin pour le moment. Cependant, certains candidats d'opposition ont rapporté des dysfonctionnements, affirmant que leurs représentants avaient été refoulés dans plusieurs bureaux de vote. Les résultats de l'élection devraient être connus ce vendredi soir. Et puis aux Comores, c'est plutôt le second tour de la présidentielle qui mobilise les attentions. Le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Soualihi, a clôturé sa campagne électorale par un géant meeting. C'était hier au stade Adjao à Moroni. Voici les images. Ils étaient plusieurs milliers, les Comoriens militants et sympathisants de l'UPDC, parti au pouvoir, à effectuer le déplacement de Moroni. Démarche effectuée, non par formalisme, mais par conviction. Un soutien sans faille à l'homme qualifié de providentiel. J'ai confiance à Mamadou parce qu'il est le seul qui peut rassembler tous les esprits des Comoriens pour développer le pays. J'ai confiance en lui, avec son expérience, parce qu'avec lui, on a l'espoir, nous les jeunes, nous les femmes, et on a confiance en Mamadou, parce que lui, il est le seul qui va nous faire sortir de cette problématique. Ferveur, mobilisation et engagement qui, en croit le candidat, présage de l'issue du scrutin de dimanche. Je suis confiant et lorsque vous voyez ce meeting, ce grand rassemblement, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut être autre chose que d'être confiant que le dimanche prochain, la victoire est avec nous. Certes, sur ses adversaires, Mohamed Ali Soualihi a une longueur d'avance, mais pour un scrutin plutôt atypique, les jeux semblent toujours ouverts. Chacun des candidats du trio du second tour peut toujours crier la surprise. Au Congo, le général Jean-Michel Mokoko dit craindre pour sa vie. L'état-major de l'armée lui aurait retiré la garde affectée pour sa protection. Depuis 6 jours maintenant, sa résidence serait entourée de policiers qui le surveillent tel du lait sur le feu. Le général Jean-Marie Mokoko estime avoir été faussement accusé d'avoir recruté les Séléka et les Antibalaka dans le but de semer des troubles ou encore d'être de mèche avec un chef d'État voisin du Congo pour ourdir un complot contre son pays. Venu en 3e position à l'issue du scrutin du 20 avril, Jean-Michel Mokoko avait contesté les résultats sortis des urnes qui donnent officiellement Denis Sassou Nguesso vainqueur. Il faut ajouter que Michel Mokoko avait en son temps appelé à la désobéissance civile. Le Burundi est de plus en plus isolé sur la scène internationale après l'Union européenne qui a suspendu mi-mars dernier son aide financière au pays. Eh bien, c'est au tour de l'Organisation internationale de la francophonie de suspendre ce jeudi sa coopération. Le Burundi n'est pas exclu de l'organisation, mais l'OIF estime que Bujumbura n'a pas fait preuve de bonne volonté pour sortir de la crise qui le secoue.
Et puis direction maintenant la France où à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand tenu à Metz jeudi, la France et l'Allemagne ont réaffirmé leur soutien au gouvernement d'union nationale libyen. C'est du moins ce qu'a indiqué le président français François Hollande que je vous invite à suivre ici. Nous avons à la fois sur le plan politique réaffirmé notre soutien au gouvernement libyen. Le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu d'ailleurs avec le Premier ministre libyen il y a quelques heures, M. Sarraj, pour faire en sorte que nous puissions lui apporter la solidarité qu'il demandera et aussi que nous puissions, dans le cadre de la force européenne, de la mission européenne, assurer également la lutte contre les trafics. Nous avons aussi la Libye qui peut être un chaos et offrir aux passeurs, aux trafiquants de toutes sortes, l'occasion, là aussi, de mettre des populations entières en danger et ensuite de faire arriver en Europe, en Italie ou à Malte, des dizaines de milliers de personnes. Faisons maintenant une petite escale au Brésil. La présidente Dilma Rousseff, qui est menacée de destitution, a appelé jeudi à un grand pacte incluant une indispensable réforme politique. Dilma Rousseff entend ainsi sortir le Brésil de l'impasse. C'est le pacte que je recherche, que nous travaillions ensemble pour sortir le Brésil de la crise, pour que le Brésil retrouve sa croissance et pour laisser à mon successeur le 1er janvier 2019 un meilleur pays. L'impopulaire dirigeante de gauche, menacée de destitution pour maquillage de comptes publics, n'a pas cessé de dénoncer une tentative de coup d'État institutionnel émanant d'une opposition n'ayant pas digéré sa défaite électorale en 2014. Elle n'a d'ailleurs pas détaillé quel type de pacte ou de réforme politique elle appelait de ses vœux. Mais ses propos semblaient faire écho aux prises de position récentes de plusieurs figures politiques appelant à la convocation de nouvelles élections pour sortir le pays de la crise politique qui le paralyse en pleine récession économique. Cette possibilité n'est pas prévue par la constitution brésilienne qui devrait, pour ce faire, être amendée par un vote des 2/3 du Parlement. Submeter-me ao impeachment, ou exigir minha renúncia, ou tentar quaisquer expedientes. Un processus de destitution contre moi, me demander de me retirer de la présidence ou essayer de menacer ma légitimité est un coup d'État. C'est un coup d'État déguisé. Mercredi, la procédure de destitution a franchi une nouvelle étape. Le rapporteur de la commission parlementaire, chargé de présenter un rapport non contraignant sur le sujet, a dit que cette procédure devait aller jusqu'au Sénat, auquel revient le dernier mot pour ouvrir ou non un procès en destitution contre Dilma Rousseff. Les 65 députés de cette commission, représentative des forces en présence à l'Assemblée, disposent à présent de 2 jours pour amender le texte du rapporteur avant de le voter ou de le rejeter lundi. Rendons-nous maintenant au Liban. Un tribunal militaire a condamné ce vendredi l'ancien ministre pro-syrien Michel Samara à 13 ans de travaux forcés et à la déchéance de ses droits civiques. Il lui est reproché d'avoir voulu mener des actions terroristes. Michel Samara est reconnu coupable de transport d'explosifs en vue de commettre des attentats au Liban en coopération avec des responsables syriens. En Birmanie, 69 étudiants qui avaient été emprisonnés en mars 2015 après une manifestation pacifique contre une réforme de l'éducation. Ces étudiants, disais-je, ont été libérés ce vendredi. Ceci au lendemain d'une promesse d'Aung San Suu Kyi, désormais à la tête de l'exécutif, d'œuvrer pour la libération immédiate des prisonniers politiques dans son pays. Une note de sport dans cette édition, l'Agence mondiale antidopage a donné au Kenya jusqu'au 2 mai prochain pour adopter une nouvelle législation antidopage. Ainsi, le pays pourra éviter une éventuelle interdiction de participer aux JO de Rio.
Il s'agit là du deuxième report accordé par l'AMA, le Kenya ayant déjà échoué à 2 reprises à se conformer aux précédentes dates butoirs des 11 février et 5 avril, a rappelé l'agence dans un communiqué envoyé depuis son siège de Montréal. Le comité de suivi de l'AMA s'est réuni le 5 avril et a déterminé que la situation actuelle n'était pas conforme à ses attentes. Début avril, les parlementaires kenyans ont bien procédé à la lecture préliminaire d'une loi qui sanctionne de $1000, soit 872 € d'amende et ou d'1 an de prison les athlètes convaincus de dopage et met en place une agence kenyane antidopage. Mais le test ne pourra être adopté au mieux avant le 20 avril, les travaux de l'Assemblée étant actuellement suspendus. Début mars, l'IAAF a par ailleurs placé le Kenya sur une liste de 5 pays en situation très critique concernant leur politique antidopage, aux côtés de l'Éthiopie, de l'Ukraine, du Bélarus et du Maroc. Le Kenya est mondialement renommé pour ses athlètes et ses marathoniens. Le pays a terminé en tête du tableau des médailles des mondiaux 2015 d'athlétisme à Pékin pour la première fois de son histoire avec 7 médailles d'or, 6 d'argent et 3 de bronze. C'est sur ces images que nous mettons un point final à cette édition que je vous remercie